La nuit commençait à peine à se retirer de la ville quand la porte du penthouse des Mercer s'est ouverte en grinçant. Il était 4h12 du matin, le genre d'heure où les rues de Seattle sont vides, à l'exception des camions de livraison et des insomniaques. Nora Bennett était assise à la table de la cuisine sous la faible lumière jaune d'une suspension, son ventre gonflé pressait contre le bord du bois, ses doigts reposaient sur une enveloppe qui semblait peser plus que des briques. Son certificat de mariage avait autrefois ressemblé à une promesse. Maintenant, ce n'était plus que du papier et des mensonges. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvait la demande de divorce, préparée avec soin par l'avocate Dana Cole. Chaque mot était sculpté dans le chagrin et la détermination. Nora l'avait signé une heure plus tôt, son stylo tremblant, ses larmes tachant l'encre. Elle avait attendu parce qu'elle avait besoin de le voir de ses propres yeux, l'homme qu'elle avait aimé, rentrant chez lui en titubant après une autre soirée de réunion d'affaires qui sentait le parfum et la trahison. La serrure a cliqué, des clés ont raclé le métal, et la porte s'est ouverte. Trent Mercer est entré, les épaules carrées comme s'il arrivait à un gala, et non comme s'il se faufilait chez lui à l'aube. Ses cheveux étaient ébouriffés par les mains de quelqu'un d'autre, et son parfum coûteux était atténué par une autre odeur, douce, florale, indubitablement féminine. Nora ne s'est pas levée. Elle n'a ni crié ni pleuré. Elle a simplement fait glisser l'enveloppe sur la table, sa voix calme, dépouillée de toute illusion. Lis-la. Les yeux de Trent se sont rétrécis. Il a desserré sa cravate, a jeté sa veste sur le canapé et a essayé de jouer la scène comme un acteur en contrôle de son texte. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de coup de théâtre dramatique en pleine nuit. Nora a appuyé sur un bouton de son téléphone. Une vidéo de voiturier a rempli la cuisine. Minuscule mais claire. Trent sortant d'une suite d'hôtel, sa chemise à moitié boutonnée. Le rire de Sloane Avery s'échappant dans le cadre alors qu'elle ajustait sa robe. L'horodatage brillait comme une cicatrice la nuit dernière. Trent s'est figé une seconde. Le masque suffisant s'est fissuré et il n'y avait plus qu'un homme pris la main dans ce sac. Il s'est jeté sur le téléphone. Nora l'a retiré. Sa main tremblait, mais pas ses yeux. Un mariage aussi. Et tu l'as brisé. Pour la première fois, la voix de Trent a perdu son vernis. Tu penses que tu peux me quitter? Enceinte, fauchée et seule. Tu reviendras en rampant, Nora. Tu le fais toujours. Nora s'est levée, son sac de voyage était près de la porte, fait depuis minuit, des vêtements de bébé pliés soigneusement à côté des vitamines prénatales. Elle avait répété ce moment dans sa tête 1 000 000 de fois, mais rien ne pouvait la préparer au poids qu'elle sentait dans sa poitrine. Pourtant, elle n'a pas faibli. Tu n'auras pas une autre chance de me briser. Elle a pris le sac et a attrapé son manteau. Le rendez-vous chez le médecin est à 8 heures. Tu n'y seras pas. Trent a eu un sourire narquois, se servant un verre comme si la conversation était terminée. Tu ne tiendras pas une semaine sans moi. Mais avant que Nora ne puisse sortir dans le couloir, un bourdonnement sec a brisé le silence. Le téléphone de Trent, abandonné sur le comptoir, s'est allumé avec un nom qui a retourné l'estomac de Nora. Sloane Avery. L'écran a de nouveau clignoté, cette fois avec un aperçu de message. La nuit dernière était inoubliable. La prochaine fois, sans interruption. La main de Nora s'est resserrée sur son sac. Pendant une fraction de seconde, elle a envisagé de fracasser le téléphone, de briser le mensonge en 1000 morceaux comme il avait brisé leurs vœux. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers lui une dernière fois. J'ai survécu 31 ans avant toi. Je survivrai le reste de ma vie sans toi. Trent a ouvert la bouche pour répondre, mais une autre voix a traversé la pièce. Une voix d'homme, profonde, autoritaire, indubitablement familière. Nora, les deux têtes se sont tournées vers l'entrée. Debout, dans la lueur de l'aube naissante, se tenait Gabrielle Sterling, philanthrope milliardaire et le plus féroce rival en affaires de Trent, lui tendant son manteau comme s'il l'avait attendu depuis le début. Et dans cet instant figé, Trent a réalisé que ce n'était pas la fin de sa nuit. C'était le début de sa chute. Nora Bennett n'était pas le genre de femme à faire la une des journaux. Elle était enseignante, une présence discrète dans un monde bruyant, le genre de personne qui se souvenait des anniversaires, préparait des biscuits pour les élèves qui n'avaient pas de déjeuner et recueillait les animaux errants, même quand son propriétaire se plaignait. À 31 ans, elle avait vécu sa vie loin des néons de l'élite des affaires de Seattle.
Mais le destin l'avait lié à un homme qui s'épanouissait sous ses lumières, Trent Mercer. Pour comprendre la force de Nora, il fallait connaître ses débuts. Elle était née à Tacoma, fille d'un facteur et d'une infirmière. Leur maison était petite, leurs vacances modestes, mais l'amour imprégnait chaque recoin de son enfance. Nora a appris très tôt que la vie n'était pas une question d'extravagance. C'était une question de résilience. Quand son père faisait des doubles wards pendant les blizzards d'hiver, il ne s'est jamais plaint d'une seule fois. Quand sa mère rentrait après minuit, sentant le désinfectant de l'hôpital, elle embrassait toujours Nora pour lui souhaiter bonne nuit. C'était l'exemple que Nora a emporté avec elle à l'âge adulte. Tu endures, tu te sacrifies et tu protèges ceux que tu aimes. Elle avait rencontré Trent Mercer lors d'une collecte de fonds pour la bibliothèque de l'école. Elle empilait des livres donnés quand il est apparu comme quelqu'un d'un autre monde. Costume élégant, montre chère, un sourire poli pour les salles de conseil. Il s'est présenté comme le vice-président de Northway Hospitality et elle, serrant une pile de livres de poche usagés, s'est sentie un peu gênée. Mais il n'a pas semblé remarquer la poussière sur ses manches. Il lui a dit qu'elle avait des yeux bienveillants et elle a ri maladroitement, balayant le compliment. La relation a escaladé rapidement. 6 mois plus tard, elle s'est retrouvée dans un mariage éclair qui ressemblait à un conte de fées écrit trop vite. Au début, Trent était attentionné. Il la conduisait au travail, laissait des mots sur le réfrigérateur et promettait qu'ils construisaient un avenir ensemble. Il disait que sa compassion l'ancrait, que son monde de plans de cours et de réunions parents-professeurs était un antidote à l'ambition impitoyable de sa vie professionnelle. Mais à mesure que sa carrière progressait, la chaleur s'est estompée, les dîners se sont transformés en excuses de réunions tardives, les vacances en vol annulées. L'homme qui lui tenait autrefois la main sur un banc de parc parcourait maintenant ses emails pendant qu'elle parlait de prénoms de bébé. Pourtant, Nora croyait en la patience. Elle se disait que chaque mariage avait ses saisons. Elle se disait que son rôle était de le soutenir, de maintenir leur foyer stable pendant qu'il courait après les gratte-ciels et les signatures. Et quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a pensé naïvement que cet enfant les rapprocherait. La grossesse, cependant, a tout amplifié. Les nausées matinales de Nora duraient toute la journée. Elle montait les courses sur 3 étages pendant que Trent envoyait des textos depuis des limousines. Elle se réveillait à 2 heures du matin avec des crampes et se tournait vers lui pour ne trouver que son côté du lit vide. Quand elle posait des questions, il lui disait qu'elle réfléchissait trop, qu'elle devait se détendre pour le bébé. Elle s'est détendue sur le sol de la salle de bain, le front contre les coraux froids, murmurant des prières pour que son enfant soit en sécurité, même si son cœur ne l'était pas. Sa meilleure amie, Priyasha, voyait clair dans son jeu. Priya était la professeure de sciences du couloir d'à côté, une femme à l'esprit vif et à l'honnêteté brutale. « Tu te ratatines, Nora ?» lui a-t-elle dit un après-midi dans la salle des professeurs, en la regardant remuer son effroi. « Tu essaies de te faire plus petite pour qu'il ne se sente pas menacé, mais il va prendre chaque centimètre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. » Nora voulait protester, mais la vérité pesait trop lourd dans sa poitrine. Elle s'est souvenue du bracelet qu'elle avait trouvé sous leur canapé, celui qui n'était pas le sien. Elle s'est souvenue de l'odeur de parfum qui n'appartenait pas à sa peau. Et pire que tout, elle s'est souvenue du silence dans le penthouse. Un silence si lourd qu'il l'étouffait comme de la fumée. Son médecin, Lena Ortiz, l'avait prévenu. Le stress est un poison pour une grossesse. Tu as besoin de calme, Nora. Mais comment pouvait-il y avoir du calme quand chaque nuit était un autre point d'interrogation? Et puis est venue la confirmation qu'elle ne pouvait ignorer. La vidéo du voiturier montrant Trent avec Sloane Avery dans une suite d'hôtels. Le monde a basculé et Nora a senti le dernier lien de son mariage se rompre. Pourtant, même dans le chagrin, elle n'était pas seulement une victime. Nora a fait son sac. Elle a plié les vêtements de bébé qu'elle avait achetés avec son salaire d'enseignante, de minuscules chaussettes, des couvertures douces d'épaisse, douces, et les a placées soigneusement entre ses propres vêtements. Ou elle ne voulait pas de pitié. Elle voulait de la dignité. Elle s'est assise à la table de la cuisine cette nuit-là, se souvenant de qui elle était avant Trent Mercer, avant les penthouses et les fêtes au champagne. Elle était la fille qui avait écrit des poèmes dans des cahiers à spirale, qui avait eu 2 emplois pendant ses études pour garder sa bourse,
qui avait cru en ses élèves même quand personne d'autre ne le faisait. Cette fille n'était pas faible, elle n'était pas jetable. Et alors que l'aube se levait, Nora savait qu'elle sortait d'un chapitre pour en commencer un autre. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'aurait pas pu imaginer, c'est qu'elle n'y entrait pas seule. Parce que Gabriel Sterling, le milliardaire qui avait autrefois fait don d'ordinateur à sa classe, l'observait discrètement depuis les coulisses. Il avait vu les histoires, les rumeurs sur les liaisons de Trent Mercer, et il se souvenait de l'enseignante qui l'avait remercié non pas avec des flatteries, mais avec une note manuscrite signée par chaque enfant de sa classe. Quand Gabriel est entré dans sa vie ce matin-là, manteau à la main, il ne sauvait pas une demoiselle en détresse. Il reconnaissait une force qu'il avait vue il y a longtemps. Pour la première fois, Nora a commencé à se voir non pas comme l'épouse abandonnée d'un mari infidèle, mais comme une femme au bord de la transformation. Elle ne savait pas encore que sa douleur deviendrait son pouvoir. Elle ne savait pas que son chagrin deviendrait son arme. Elle ne savait pas que son histoire, autrefois murmurée dans des couloirs vides, secourait bientôt les tours scintillantes de l'élite de Seattle. Tout ce qu'elle savait, c'était ceci. La fille de Tacoma, qui avait autrefois cru en la résilience, était de retour et elle n'attendait plus l'approbation de Trent Mercer pour respirer. Parce que lorsqu'une femme réalise qu'elle est plus forte que l'homme qui l'a trahie, le monde devrait se préparer à la tempête qui suit. Seattle en hiver était une ville de contraste. La pluie glissant sur les tours de verre, les ferries gémissant à travers la baie et l'odeur de café torréfié flottant de chaque café de coin. Pour les étrangers, c'était charmant, presque cinématographique. Mais pour Nora Bennett, c'était devenu une scène de contradiction. Une ville où son mari paradait avec son pouvoir en plein jour, tandis que ses nuits s'étiraient, froides et interminables. Le penthouse des Mercer surplombait Belltown, à 32 étages au-dessus du front de mer. C'était tout en baies vitrées et en marbre poli, un endroit conçu pour impressionner, pas pour vivre. Les murs étaient blancs, l'or était cher et le silence était suffocant. De ses fenêtres, Nora pouvait voir toute la ville s'étiller en dessous. Pike Place Market, la Space Needle, les ferries traçant des sillons de lumière argentée. Pour n'importe qui d'autre, c'était à couper le souffle. Pour elle, c'était une cage de verre. Ce penthouse avait été le trophée de la victoire de Trent. Il l'avait acheté après avoir conclu un contrat hôtelier de 400 millions de dollars, 10 ans aux journalistes qu'il était enfin arrivé. Il a rempli l'endroit de meubles importés et de vins rares, collectionnés comme des trophées. Nora, enceinte de 6 mois, errait dans ses pièces caverneuses comme un fantôme. La chambre de bébé était encore vide. Une chambre blanche et nue avec rien d'autre que des ombres et du silence. Chaque fois qu'elle posait des questions sur les berceaux ou les couleurs de peinture, Trent l'écartait d'un geste de la main. Plus tard, après le gala, après le prochain contrat. Mais la vie n'était pas plus tard. La vie se déroulait en elle à chaque seconde. Battement de cœur après battement de cœur fragile. Elle posait souvent sa main sur son ventre, murmurant des berceuses dans l'air résonnant du penthouse. Le bébé donnait des coupes de pied, et cela lui rappelait qu'elle n'était pas entièrement seule. Même quand l'homme qui avait promis l'éternité dormait dans les bras de quelqu'un d'autre, la ville elle-même est devenue une partie de l'histoire. Le calendrier social de Seattle tournait autour d'une poignée de soirées scintillantes, des galas de charité, des ventes aux enchères d'or, des dîners de conseil où les fortunes et les réputations s'élevaient ou s'effondraient d'une poignée de main. Au centre de cette orbite se trouvait le gala de la Fondation Harbor Light, un événement annuel tenu sur la jetée 91. C'était là que Trent Mercer prévoyait de cimenter son empire et où Nora serait forcée d'affronter la vérité de son mariage sous l'éblouissement des caméras. Le gala était plus qu'une fête. C'était un marché du pouvoir. Les PDG murmuraient des accords autour de flûtes de champagne. Les politiciens souriaient trop largement aux donateurs. Les mondaines flottaient dans des robes valant plus que des maisons, leur rire aussi tranchant que du verre. Les médias l'appelaient la nuit des étoiles de Seattle. Pour Trent, c'était la validation. Pour Nora, c'était un champ de bataille. Elle avait aidé à planifier le gala les années précédentes, organisant des chorales d'étudiants, écrivant des discours pour Trent qu'il prononçait comme s'ils étaient les siens. Cette année, son nom manquait sur toutes les listes de comités. Celui de Sloane Avery, cependant, était partout. Coordinatrice, responsable des relations publiques, conseillère spéciale.
C'était le visage de Sloan sur les communiqués de presse, son nom sur les programmes glacés. La même femme qui volait les nuits de son mari volait maintenant la vedette de la cause même dans laquelle Nora avait mis tout son cœur, des bourses pour les enfants défavorisés. Nora a regardé l'invitation épinglée sur le réfrigérateur, embossée en lettres d'argent. Gala de la Fondation Harbor Light, 12 février. Tenue de soirée exigée. Elle était censée apparaître aux côtés de Trent, souriant pour les caméras, un accessoire silencieux dans une robe argentée. Mais elle ne pouvait plus se l'imaginer. L'idée de se tenir à côté de lui, de faire semblant, c'était comme avaler des éclats de verre. La météo de Seattle n'a fait qu'approfondir son isolement. La pluie tombait sans fin contre les fenêtres, transformant les reflets des néons en longues lignes striées. La nuit s'étirait, sombre et lourde, la ville en bas vivante de musique et de lumière, tandis que son penthouse résonnait de solitude. Elle regardait les phares scintiller sur l'autoroute, se demandant ce qu'il en était des gens à l'intérieur. Rentraient-ils chez eux pour trouver l'amour ou des mensonges comme les siens? Pourtant, même dans ce paysage sombre, il y avait des lueurs de défi. Son ami Priya est passé avec des plats à emporter, remplissant le penthouse stérile de l'odeur de curry et de rire. « Tu n'as rien à faire dans ce mausolée, » a dit Priya, en désignant les comptoirs en marbre brillant. « Cet endroit n'est pas une maison, c'est une salle d'exposition. » Son médecin, Lena Ortiz, a fait écho à ce sentiment lors des visites de contrôle. « Le stress est ton ennemi, Nora. Ce bébé a besoin que tu sois stable. Oublie ses contrats, oublie les projecteurs. C'est ton battement de cœur qui compte maintenant. » Mais oublier n'était pas facile quand la ville elle-même semblait construite pour le lui rappeler. Des panneaux d'affichage clignotaient avec les publicités de l'hôtel de Trent. Les magazines sur les étagères des épiceries affichaient son sourire, et chaque compte Instagram de Mondaine brillait de photos de lui à des événements, souvent avec Sloan à quelques centimètres hors du cadre. Alors que février approchait, le gala devenait inévitable. Nora savait qu'au moment où elle entrerait dans cette salle de bal, les chuchotements commenceraient. C'est la femme de Trent, la pauvre, enceinte et abandonnée, et il continue de grimper. Elle avait vécu assez longtemps dans son ombre pour savoir exactement ce que la foule dirait. Mais elle savait aussi quelque chose que Trent avait oublié. Les apparences peuvent être trompeuses, parce que ce que Trent n'attendait pas, c'était que Nora se présente différemment. Pas comme son accessoire, pas comme sa victime, mais comme elle-même. La ville à l'extérieur continuait de bouger. La pluie striait les vitres, les ferries vrombissaient à travers la baie, et les gratte-ciels brillaient de vies empilées les unes sur les autres. Quelque part dans ces tours, des fortunes se faisaient et des cœurs se brisaient. Quelque part dans ces rues, des gens tombaient amoureux ou s'effondraient. Et à l'intérieur du penthouse, Nora Bennett, une femme qui avait autrefois été invisible, même pour son propre mari, se préparait non seulement pour un gala, mais pour une transformation. La scène était prête. Seattle, froide et scintillante, une ville où l'ambition dévorait tout ce qui était doux. Le penthouse beau et sans vie, une cage se faisant passer pour le succès. Le gala qui se profilait comme une tempête, prêt à exposer les trahisons sous les lustres et les flashs. C'était la toile de fond parfaite pour ce qui allait se dérouler. Le chagrin d'une femme se transformant en l'heure des comptes et l'empire d'un mari vacillant au bord de l'effondrement. Et quand les lumières du gala Harbor Light s'allumeraient enfin, la ville ne verrait pas la femme que Trent avait essayé d'effacer, mais la femme qu'il ne pourrait jamais faire taire. Trent Mercer a appris très tôt que le charme pouvait ouvrir les portes plus vite que les clés. Il a grandi dans un restaurant qui sentait le café et l'eau de Javel, comptant les pourboires pendant que sa mère essuyait les tables, jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal. À 16 ans, il a compris le pouvoir. Les hommes en costume mangeaient les premiers, parlaient le plus fort et ne faisaient jamais la queue. Il s'est promis de les rejoindre. Il a juré qu'il ne sentirait plus jamais l'eau de Javel. Quand il a finalement grimpé jusqu'à un bureau de direction chez Northway Hospitality, il s'est dit que le vœu avait été tenu. Il a oublié le coup. Dans les pièces qui comptaient, Trent savait comment se comporter. Il riait au bon moment, n'interrompait jamais un membre du conseil d'administration et racontait des histoires humbles de son enfance pour que les hommes riches l'apprécient davantage. Il portait l'ambition comme un manteau sur mesure. Personne ne voyait ce qu'il cachait. La faim qui le rendait cruel à la maison,
La peur que quelqu'un d'autre prenne ce pourquoi il s'était battu, la conviction que l'amour était un luxe pour les gens qui avaient déjà gagné. Nora avait aimé le garçon qui faisait de grandes promesses dans une petite cuisine. Mais l'homme qu'il est devenu était bâti pour les salles d'exposition et les gros titres. Il aimait les applaudissements plus que la vérité. Il a appris le prix de tout et la valeur de rien. Quand Trent parlait de l'avenir, il mentionnait la superficie et la couverture médiatique. Quand Nora mentionnait le bébé, il mentionnait l'image. Nous aurons l'air fort, disait-il. Les familles rassurent les investisseurs. Les mots résonnaient comme un plateau qui tombe. Chez Northway, Trent était le prince qui voulait un trône. Son patron vieillissait. Le conseil d'administration était agité. Le gala Harbor Light était sa chance d'éblouir. Il répétait devant un miroir, s'entraînait à un sourire qui montrait de la sincérité, mais pas de la faiblesse, et confiait les détails à quelqu'un qui adorait les projecteurs autant que lui. Sloane Avery. Elle était arrivée en tant que jeune attachée de presse avec un profil parfait, des dents parfaites et un talent pour prendre la température d'une pièce en quelques secondes. Elle le qualifiait de visionnaire et le laissait se sentir plus grand. Il la qualifiait de talent naturel et la laissait s'approcher plus que quiconque n'en avait le droit. Sloane comprenait Trent parce qu'elle se comprenait d'elle-même. Elle n'avait jamais été la personne la plus intelligente d'une réunion, mais elle était très souvent la plus utile. Elle transportait des chargeurs portables pour les téléphones des autres, se souvenait des noms des assistants et publiait la photo quelques minutes après la poignée de main. Elle appelait Nora Rain avec un grand sourire, puis envoyait un numéro de chambre à Trent par texto. Elle aimait la proximité du pouvoir, et Trent aimait la façon dont elle lui faisait oublier qui il était quand les lumières étaient éteintes. Dans des moments plus calmes, avec les stores à moitié fermés et la pluie striant les fenêtres, Trent sentait une pointe de doute. Il se disait qu'il méritait plus que des souvenirs de restaurants et une femme modeste. Il se disait que l'amour ne devrait jamais le ralentir. Puis le doute s'estompait, remplacé par le son de son nom murmuré lors des galas, le piquant du whisky single malt, le frisson de la main de Sloane sur son épaule quand un photographe se tournait. Il aimait gagner. Cela le rendait généreux avec la foule et avare à la maison. Il disait que le gala était pour la charité. C'était en réalité pour la preuve. Il avait besoin que la ville s'incline. Il avait besoin que son patron dise enfin « Tu es prêt ». Il avait besoin que le conseil d'administration arrête de regarder Gabrielle Sterling, qui donnait des millions sans avoir besoin d'un micro. Trent disait à qui voulait l'entendre que Gabrielle était une relique, un milliardaire qui se sentait coupable de l'argent qu'il n'avait pas gagné. La vérité était pire. Gabrielle n'avait pas besoin d'une scène, et cela terrifiait Trent. Des hommes comme Gabrielle pouvaient entrer dans une pièce et en changer la température sans parler. Trent n'était pas ce genre de froid. Il était brillant comme un néon et chaud au toucher. Il n'a jamais appris à briller. Derrière les miroirs et les discours, il y avait des chiffres. Les galas coûtent cher. L'image est un appétit qui n'est jamais rassasié. Sloane avait des idées qui sonnaient modernes. Micro-influenceurs, studio de contenu, activation communautaire. Les factures étaient faciles à expliquer à des gens qui se souciaient plus de l'image que des reçus. C'est un projet pilote, lui a-t-elle dit, en y faisant glisser un dossier sur son bureau. Géré en dehors du cycle standard pour que les communications puissent avancer vite. Il a signé avec panache et n'a pas posé beaucoup de questions. Il s'est dit que la Fondation en bénéficierait à long terme. Il s'est dit que le conseil d'administration le remercierait plus tard. Quand son contrôleur a froncé les sourcils, il a souri plus grand. « Faites-moi confiance », a-t-il dit. « C'est comme ça que ça se fait maintenant. » Il était moins prudent avec Nora. Il a oublié qu'elle avait une mémoire d'éléphant et une colonne vertébrale qu'il ne pouvait pas avoir parce qu'il ne la regardait jamais droit dans les yeux. Quand elle a trouvé un bracelet sous le canapé, il l'a traité de dramatique. Quand elle l'a interrogé sur ses nuits tardives, il l'a traité d'ingrate. Quand elle a posé les papiers du divorce sur la table de la cuisine, il s'est senti insulté, pas honteux. Il croyait l'avoir faite et donc il croyait pouvoir la défaire. « Tu as besoin de moi », a-t-il dit, convaincu. « Tu ne connais pas ce monde. » Mais Nora savait quelque chose qu'il ignorait. Son monde n'était qu'une pièce avec des lumières louées. La ville pouvait aimer un homme à 9 heures et se moquer de lui à midi. Il ne comprenait pas à quelle vitesse l'admiration se transforme en mépris quand les histoires tournent.
Il a oublié que le gala Harbor Light avait des caméras dans tous les coins et des yeux sur tous les balcons. Il ne pensait qu'à la scène, aux applaudissements, au toast. Il n'a pas vu le piège qu'il construisait de ses propres mains. Sloane observait son impatience avec un plaisir discret. Elle avait des projets qui n'incluaient pas de longs mariages ou d'appartements modestes. Elle voulait un condo avec un ascenseur qui s'ouvrait sur le salon et elle voulait que les gens le sachent. Elle enregistrait des notes vocales pour elle-même sur le calendrier de visibilité et la monétisation du moment. Elle a dit à Trent de s'entraîner à faire une pause pour un effet dramatique après la phrase «l'accès pour chaque enfant». Elle lui a rappelé où regarder pour le meilleur angle de caméra. Elle gardait un dossier sur son ordinateur portable appelé Mercer T3 au cas où elle aurait besoin d'une sortie avec un levier de pression. La nuit avant le gala, Trent se tenait seul dans le penthouse, regardant la roue de lumière sur la jetée. Il a touché le nœud de sa cravate et a imaginé la foule. Il a entendu les rires imaginaires, le tintement des verres, le silence qui tomberait avant qu'il ne parle. Il s'est raconté l'histoire dont il avait besoin. Je l'ai mérité. J'ai survécu. J'ai le droit d'avoir plus. Il n'a pas pensé aux papiers du divorce sur son comptoir. Il n'a pas pensé au bébé. Il n'a pas pensé au restaurant, ni à l'eau de Javel, ni à la femme qui l'attendait autrefois avec une soupe chaude. Il a envoyé un message à Sloane. Demain, la salle nous appartient. Elle a répondu avec un cœur scintillant et un selfie depuis une salle de bain d'hôtel. Il a mis son téléphone en silencieux et a répété sa phrase d'ouverture. Quand il s'est finalement endormi, il a rêvé d'applaudissements sans fin et d'un micro qu'on ne pouvait pas lui enlever des mains. Le matin est venu avec la pluie. Le côté de l'armoire de Nora était partiellement vide, mais il s'est dit qu'elle reviendrait pour le reste. Il avait un discours à prononcer, un monde à plier. Il n'avait pas de temps pour les regrets. En bas, dans le hall, un journaliste attendait avec une équipe de tournage et des questions douces. Trent a affiché son sourire étudié et a dit tous les bons mots. Son chauffeur a ouvert la porte. La ville s'étendait devant lui comme une scène. Il est entré et n'a pas regardé en arrière. Dans la voiture, son téléphone a vibré. Un texto de Sloane. Petit pépin. J'expliquerai à l'intérieur. Il a froncé les sourcils, puis a lissé son visage du bout du doigt, comme il avait vu les acteurs le faire dans les films. Il a imaginé le premier projecteur l'éclairant. Il a imaginé le conseil d'administration hochant la tête. Il a imaginé Gabriel Sterling nulle part. La voiture a tourné sur la route de la jetée. Les flashs ont crépité. Le panneau Harbor Light scintillait. Les portes se sont ouvertes et les premiers murmures se sont élevés de la foule. Trent Mercer a marché sur le tapis, a levé le menton et a souri face à la tempête qu'il ne pouvait pas voir. Parce que juste au-delà des lumières, calme et stable, se tenait la seule personne qu'il n'avait jamais prévue, et elle n'était pas seule. Nora Bennett se dirigeait vers l'entrée au bras de Gabriel Sterling, et la salle qu'il pensait posséder était sur le point d'appartenir à quelqu'un d'autre. Le gala de la fondation Harbor Light était le joyau de la couronne du calendrier hivernal de Seattle. Dès l'instant où les limousines ont défilé sur la jetée 91, l'air était électrique de flash, de bavardage et d'odeur de champagne. Le lieu, un entrepôt réaménagé drapé de velours et de lustres en cristal, scintillait comme s'il était déterminé à surpasser les nuages d'orage au-dessus. C'était le genre de nuit où les fortunes étaient étalées, les réputations cimentées et les trahisons avaient tendance à se glisser sous les projecteurs. Trent Mercer est arrivé comme s'il était né pour ça. Smoking impeccable, chaussures vernies. Chaque mèche de cheveux lissée en place. Les caméras l'adoraient, les investisseurs l'entouraient. Sloane Avery planait à quelques pas derrière, vêtue de soie écarlate qui murmurait le scandale et l'ambition. Pour un œil non averti, elle n'était qu'une simple assistante. Pour ceux qui savaient, elle était le murmure à son oreille. La main dans son dos, le secret qu'il affichait tout en prétendant le cacher. Le gala bourdonnait de discours et de rires, le tintement des verres, le froufrou des robes valant de petites fortunes. Une vente aux enchères silencieuses promettait des chalets de ski et de l'or rare. Les serveurs flottaient avec des plateaux d'huîtres et de caviar. L'élite de la ville se penchait dans les coins, voix basse, accords scellés par des hochements de tête et des sourires. Et puis, sans fanfare, sans qu'une seule caméra ne soit préparée, Nora Bennett est entrée. La salle a changé, pas bruyamment, pas d'un coup, mais comme une vague traversant une foule. Les conversations ont faibli.
Les têtes se sont tournées. Même l'orchestre a semblé s'adoucir. Elle portait une robe bleu marine qui enveloppait gracieusement sa silhouette de femme enceinte. Ses cheveux étaient relevés en un simple chignon, son visage lumineux, non pas de maquillage, mais de résolution. Elle n'était pas l'ornement que Trent avait l'habitude d'exhiber à son bras. Elle était quelque chose de plus rare, de plus fort. À ses côtés marchait Gabriel Sterling, grand et posé, sa présence magnétique. Il ne la touchait pas. Il n'en avait pas besoin. Sa seule proximité était un bouclier, et la salle l'a reconnu instantanément. Les caméras se sont réveillées. Les objectifs crépitaient non pas sur Trent, non pas sur Sloan, mais sur Nora, la femme dont tout le monde avait chuchoté, la femme qu'il supposait avoir disparu discrètement. Trent l'a vue de l'autre côté de la salle, et pour la première fois de la soirée, son masque s'est fissuré. Une lueur d'incrédulité rapidement enfouie sous un sourire plus serré que son col. Il a murmuré à Sloan qui a ajusté sa posture, son sourire aussi tranchant que du verre. Nora n'a pas faibli. Elle a traversé la salle de débat à pas mesurés, sa main reposant légèrement sur son ventre. Les gens s'écartaient pour elle, la curiosité crépitant comme du feu. Elle s'est arrêtée près de la scène où un podium attendait le discours principal de Trent. Et là, alors que les caméras zoomaient et que les membres du conseil se penchaient en avant, elle a fait de l'impensable. Monsieur Mercer. Une voix a retenti, celle de Dana Cole. L'avocate de Nora a émergé des portes latérales, marchant avec détermination. Elle tenait une enveloppe Kraft à la main, ses yeux fixés sur Trent. La foule s'est tue, le silence aussi tranchant qu'un cristal qui se brise. Vous avez reçu une assignation. Les mots ont traversé les lustres, les rires, la musique, le murmure a parcouru la salle. Dana a placé l'enveloppe carrément dans la main de Trent, son ton clair et ferme. Demande de divorce, déposée et signée. Le sourire de Trent a vacillé, ses jointures ont blanchi autour des papiers. Sloan s'est figé, son expression trahissant une lueur de panique avant de la lisser en un dédain étudié. Les caméras ont toutes capté. La voix de Nora a suivi, basse mais stable, portant plus loin qu'elle ne l'attendait. Tu m'as dit que je reviendrais en rampant. Ce soir, j'avance. La foule a éclaté, moitié en murmure, moitié en flash. Les investisseurs chuchotaient furieusement entre eux. Les membres du conseil se sont raidis. La presse s'est rapprochée, sentant un scandale valant 1000 titres. Trent s'est penché vers Nora, sa voix un sifflement destiné à ses seules oreilles. « Tu penses que ça te rend puissante? Tu t'humilies. » Mais Nora n'a pas reculé. Elle l'a regardé dans les yeux, sans ciller. « Non, Trent, je me libère. » Sloan a tenté d'intervenir, glissant sa main sur le bras de Trent avec un rire trop éclatant. « Tout le monde, s'il vous plaît. C'est privé. »« Privé ?» a interrompu Dana, sa voix vive. « Pas quand les fonds des donateurs sont acheminés via des sociétés écrans liées à Avery Media. » Les mots sont restés en suspens dans l'air comme de la fumée. Les membres du conseil ont haleté. Les investisseurs se sont penchés en avant. Le visage de Sloan s'est vidé de sa couleur, la mâchoire de Trent s'est crispée, mais les caméras ont tout capté. La sueur à sa tempe, l'hésitation dans son souffle, le masque qui glisse. Pendant ce temps, Gabriel Sterling s'est approché. Pas menaçant, pas agressif, mais stable comme la pierre. Quand il a parlé, sa voix portait avec une autorité née de la vérité, pas de la performance. La transparence est essentielle. Si Arbor Light doit servir les enfants, elle ne peut pas être empoisonnée par la corruption. Le public, autrefois ébloui par Trent, s'est maintenant tourné entièrement vers Nora et Gabriel. Le vent avait tourné. Pour la première fois de sa carrière soigneusement orchestrée, Trent Mercer n'était plus la star de la salle. C'était Nora. Elle n'avait pas élevé la voix, elle n'avait pas versé une larme. Elle s'était simplement tenue droite et sans peur et avait forcé la vérité à éclater au grand jour. Et la vérité, une fois dite, ne pouvait pas être repoussée dans l'ombre. Les caméras ont flashé plus fort. Les téléphones ont vibré alors que des hashtags naissaient en temps réel. Scandal Mercer, Vérité Arbor Light, Nora Bennett. Trent a tenté de se reprendre, s'éclaircissant la gorge, forçant un rire. Mesdames et messieurs, ce que vous venez de voir, mais les mots sont morts. Personne n'écoutait, parce qu'à ce moment-là, sous les lustres de la jetée 91, le récit avait changé pour toujours.
Nora Bennett n'était plus l'épouse abandonnée. Elle n'était pas un murmure de pitié dans les cercles d'élite. Elle était la femme qui s'était tenue là, enceinte et résolue, et qui avait fait tomber la façade d'un homme qui pensait posséder le monde. Et alors qu'elle se tournait, son regard balayant la salle, elle a croisé les yeux de Trent une dernière fois. « Tu m'as sous-estimé. » Et quand les applaudissements ont commencé, non pas pour Trent, mais sans moi Starter Trent, mais pour elle, c'était le son d'une ville choisissant sa nouvelle histoire. Le gala Harbor Lights s'était terminé dans le chaos. Ce qui devait être le couronnement de Trent Mercer s'est transformé en sa chute. Et bien que le monde ait applaudi Nora pour son courage, elle n'a ressenti aucun triomphe lorsque les caméras ont cessé de flasher. L'adrénaline s'est écoulée de son corps aussi vite qu'elle était montée, la laissant tremblante, le souffle court, le cœur battant d'épuisement. Le temps que Gabrielle Sterling l'aide à monter sur la banquette arrière d'une berline noire, les jambes de Nora semblaient de plomb. Son avocate, Dana Cole, suivait de près, gardant l'enveloppe de documents en sécurité dans sa mallette. Dehors, les journalistes criaient des questions, des micros se pressaient sous la pluie, mais le chauffeur a fermé la porte avant que Nora ne puisse entendre les mots. Tout ce qu'elle a entendu, c'est le bruit sourd de la porte qui se ferme, la tempête étouffée à l'extérieur, et le silence qui pesait trop lourdement à l'intérieur de la voiture. Nora a posé une main sur son ventre. Le bébé a bougé, agité, comme s'il reflétait sa panique. Des larmes ont piqué le coin de ses yeux. Elle avait voulu la liberté, oui, elle avait voulu la vérité, oui, mais elle n'avait pas voulu ça. Son chagrin privé disséqué sous les lustres et les flashs des caméras. Elle avait rêvé d'une dignité tranquille. Au lieu de cela, elle avait fait exploser son mariage devant la moitié de la ville. Sa poitrine s'est serrée. Elle pouvait à peine respirer. « Je crois que j'ai besoin », a-t-elle commencé, mais je t'aime bien, maman. Mais le monde a basculé avant qu'elle ne puisse finir. La chose suivante qu'elle sut, c'est qu'elle était allongée sur un lit d'hôpital, des néons bourdonnant au-dessus de sa tête. Le visage calme du docteur Lena Ortiz s'est penché sur elle. « Nora, restez avec moi. Vous vous êtes évanouie. Votre tension artérielle a grimpé, mais le rythme cardiaque du bébé est stable. Vous avez besoin de repos, pas de guerre. » Gabriel était dans le coin, son expression empreinte d'inquiétude, mais pas de pitié. Il avait enlevé sa veste de smoking, retroussé ses manches, et ressemblait moins au philanthrope milliardaire que la presse adorait qu'à un homme qui refusait de la quitter. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça seul », a dit doucement Gabriel quand Lena est sortie pour discuter avec une infirmière. Mais Nora a secoué la tête, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. « J'ai l'impression de l'être déjà. Seul dans ce penthouse, seul dans cette salle de bal, seul même maintenant. Sa voix s'est brisée. Il m'a fait croire que je n'étais rien. Et je lui ai donné raison ce soir. Regardez-moi, je me suis effondré devant tout le monde. » Dana est arrivée, posant doucement sa mallette sur le comptoir. « Non, Nora, vous ne vous êtes pas effondrée devant qui que ce soit. Vous vous êtes tenue plus droite que je ne vous ai jamais vu. Ce qui s'est passé après, elle a désigné la perfusion. Ce n'est qu'un corps qui crie à la pitié, pas de la faiblesse. Ne confondez pas les deux. » Mais Nora ne pouvait pas se débarrasser de cette lourdeur. La chambre de l'hôpital ressemblait à une boîte qui se refermait. Les moniteurs bipaient trop fort. Son corps lui faisait mal, son esprit lui faisait encore plus mal. Elle avait imaginé le moment de confronter Trent tant de fois, pensant qu'elle se sentirait vengée. Au lieu de cela, elle se sentait vide. Plus tard cette nuit-là, quand les autres sont finalement partis, Nora s'est assise dans la faible lueur d'une lampe de chevet, fixant son reflet dans la fenêtre assombrie. Son visage paraissait pâle, tiré, inconnu. Elle a posé sa paume à plat contre la vitre, se murmurant à elle-même. « Et si je n'y arrivais pas? Et si je ne suis pas assez pour moi? Pour le bébé? » Le bébé a de nouveau donné un coup de pied, ferme cette fois, comme pour répondre. Pourtant, le doute l'enveloppait comme des lianes. Elle se souvenait de chaque insulte que Trent avait murmuré, de chaque regard de mépris, de chaque moment où on l'avait fait se sentir petite. « Tu as besoin de moi. Tu ne peux pas survivre sans moi. Tu reviendras en rampant. » Sa voix hantait le silence jusqu'à ce qu'elle y croie presque à nouveau.
Le lendemain matin, Priyasha a fait éruption dans la chambre, portant un sac en papier de croissant et de thé. On dirait que tu as été heurté par un train, a-t-elle annoncé, son ton vif, ses yeux doux. Mange quelque chose avant de disparaître complètement. Nora a essayé de sourire, mais a échoué. Priya a tiré une chaise près d'elle et a baissé la voix. Tu penses que t'effondrer te rend faible? Ce n'est pas le cas. Ça te rend humaine et être humaine est exactement ce qui te rend plus forte que lui. Nora s'est finalement laissée pleurer. Pas les larmes retenues d'une femme essayant de garder son sang-froid, mais les sanglots bruts et gutturaux de quelqu'un qui avait tout gardé à l'intérieur pendant trop longtemps. Elle a pleuré pour l'amour qu'elle avait perdu, l'avenir qu'elle avait imaginé, la honte du spectacle public, la peur d'élever un enfant seul. Elle a pleuré jusqu'à ce que son corps tremble et que le thé refroidisse. Priya l'a tenue dans ses bras, la berçant doucement comme si elle était l'enfant. Laisse tout sortir, Nora. Chaque tempête doit éclater avant que le ciel ne s'éclaircisse. Cette nuit-là, Gabriel est revenu, tenant un petit paquet enveloppé dans du papier de soie. De la part de mon fils, a-t-il expliqué. À l'intérieur se trouvait une carte dessinée à la main de Bonchum, allumette, se tenant la main, griffonnée d'une écriture d'enfant. Pour Mademoiselle Bennett et son bébé. Vous êtes forte. Nora a tracé les lettres tordues avec des doigts tremblants. Quelque chose dans sa poitrine s'est fissuré, non pas de douleur, mais de libération. Pourtant, l'obscurité persistait. La guérison n'a pas été instantanée. Pendant des jours, elle a dérivé entre les lits d'hôpital et les appartements calmes, empruntés à des amis. Elle évitait les nouvelles, bien que les rumeurs la trouvaient quand même. Trent nation de la fraude, Sloan inventant des histoires, les tabloïds spéculant sur le lien soudain de Nora avec Gabriel. Elle sentait son identité lui échapper, menacée par des récits qu'elle ne pouvait pas contrôler. Un soir, en parcourant distraitement les gros titres, elle a vu une photo d'elle s'évanouissant au gala, prise en pleine chute. La légende disait « La chute de Nora Bennett ». Son estomac s'est noué. La honte est revenue avec une force brutale. Elle a claqué l'ordinateur portable, respirant fort. « Peut-être qu'il avait raison », a-t-elle murmuré à la pièce vide. « Peut-être que je ne suis rien sans lui. » Les mots sont restés en suspens, lourds, jusqu'à ce qu'une autre pensée, plus silencieuse mais persistante, fasse surface. Ou peut-être que ce n'est que le début. Nora s'est recroquevillée sur le canapé, tenant son ventre, se balançant doucement. « Je ne sais pas si je suis assez », a-t-elle avoué à voix haute. « Mais j'essaierai pour toi. » Le bébé a donné un autre coup de bite, et dans ce moment fragile, une graine de force a germé. Elle ne se sentait pas encore puissante, elle ne se sentait pas encore entière, mais elle n'était pas brisée, pas complètement. Et bien qu'elle ne le sache pas, son effondrement n'était pas la fin. C'était la pause avant une renaissance qui allait secouer tout ce que Trent Mercer pensait contrôler. Les jours qui ont suivi le gala se sont fondus dans l'épuisement. Nora Bennett, se remettant encore de son malaise, est restée principalement à l'intérieur. La ville à l'extérieur rugissait de scandale. Les gros titres criaient sur la chute de Trent Mercer. Les investisseurs chuchotaient sur la fraude. Les chroniques mondaines spéculaient sur sa connexion avec Gabriel Sterling. Elle a essayé de tout bloquer, se concentrant sur son bébé, sur le repos, sur la paix fragile que son médecin lui avait ordonnée. Mais la paix n'est jamais permanente quand des secrets sont encore enfouis. Tout a commencé un mardi après-midi pluvieux. Nora était assise près de la fenêtre du petit appartement qu'elle empruntait à Priya, sirotant un thé léger, son corps encore sensible au stress. On a frappé à la porte. Elle a hésité, le cœur battant. Était-ce la presse, un avocat? Mais quand elle a ouvert, Gabriel Sterling se tenait là, la pluie dégoulinant de son manteau. Il tenait une enveloppe scellée, son expression grave. « J'ai hésité à apporter ça », a-t-il admis. « Mais vous méritez de savoir, à l'intérieur se trouvait une clé USB. » Gabriel a posé son ordinateur portable sur la table de la cuisine, l'a inséré et a appuyé sur « Play ». Un enregistrement a rempli la pièce. La voix de Sloan Avery, vive, moqueuse et ivre d'arrogance, s'est déversée des haut-parleurs. « Il signe tout ce que je lui donne. Trent ne lit pas la moitié des contrats. Il pense que les sociétés écrans sont à moi. Mais en réalité, elles sont à nous. Harbor Light paye les factures et personne n'en sait rien. Tant qu'il croit être le cerveau, j'obtiens ce que je veux. » L'estomac de Nora s'est noué. Elle s'est agrippée au bord de la chaise. L'enregistrement a continué. Une autre voix,
Un homme inconnu à ce qui ressemblait à une fête sur un toit a demandé « Et si quelqu'un fait un audit ?» Sloan a ri, insouciante et cruelle. Qui audite la philanthropie? Les donateurs veulent leur nom sur des brochures, pas des feuilles de calcul. Et si ça explose, devinez qui prendra le blâme? Trump, c'est sa signature. Je ne suis que le joli visage. Nora s'est couvert la bouche. Pendant des mois, elle avait imaginé Sloan comme la maîtresse, l'intruse, la rivale qui avait volé la loyauté de Trent. Elle n'avait jamais imaginé Sloan comme quelque chose de pire, une saboteuse, utilisant Trent comme son bouclier, nourrissant son ego tout en siphonnant de l'argent. Gabrielle a mis l'enregistrement en pause. Mon enquêteur a recueilli ça il y a des semaines. J'attendais le bon moment. Nora a secoué la tête, l'incrédulité luttant avec la rage. Donc, pendant tout ce temps, Trent pensait qu'il était aux commandes, mais c'est elle qui tirait les ficelles. Exactement, a dit Gabrielle. Ses yeux ont cherché les siens. Et maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez rester silencieuse, laisser le conseil d'administration et l'État s'en occuper, ou vous pouvez les exposer tous les deux et reprendre le contrôle du récit qu'ils ont essayé d'écrire pour vous. Son pouls s'est accéléré. La peur lui murmurait que replonger dans la tempête pourrait la détruire. Mais sous cette peur, quelque chose de plus brûlant est monté. La colère. Pendant des années, elle avait été réduite au silence, mise de côté, diminuée. D'abord par l'arrogance de Trent, puis par la tromperie suffisante de Sloan. Elle n'était pas seulement trahie en tant qu'épouse. Elle était trahie en tant que croyante en la fondation qu'elle avait autrefois nourrie. Ces bourses étaient censées élever des enfants vers des avenirs plus brillants que le sien. Et maintenant, elles étaient souillées. Nora s'est levée, sa voix plus stable qu'elle ne le pensait. Nous ne restons pas silencieux. Pas cette fois. Cette nuit-là, elle a à peine dormi. Elle a réécouté l'enregistrement encore et encore, entendant chaque note cruelle dans le rire de Sloan. Elle s'est souvenue de toutes les fois où Trent avait rejeté ses instincts, l'avait traité de paranoïaque, l'avait fait se sentir petite. Elle a réalisé qu'il n'était pas seulement coupable de trahison, il était coupable d'aveuglement volontaire. Un homme si désespéré de pouvoir qu'il s'est laissé devenir une marionnette. Le lendemain matin, Dana Cole est arrivée avec du café et un bloc-notes. Nora lui a fait écouter l'enregistrement. Les sourcils de Dana se sont arqués, son stylo grattant furieusement. Ce n'est pas seulement de l'adultère et de la fraude, a-t-elle dit. C'est un complot. Et ça ne coule pas seulement Trent. Ça coule Sloan avec lui. Pour la première fois depuis son malaise, Nora a senti quelque chose changer en elle. Ce n'était pas du soulagement. Pas encore. Mais c'était une arme, une vérité si tranchante qu'elle pouvait couper à travers tous les mensonges qu'ils avaient tissés autour d'elle. La nouvelle s'est répandue rapidement une fois que Dana a déposé les documents. Le soir, les chuchotements se sont transformés en rugissements. Sloan Avery sous enquête, Trent Mercer impliqué. Les donateurs de Harbor Light demandant des réponses. Sloan a paniqué la première. Elle a appelé Nora 3 fois, sa voix frénétique sur les messages vocaux. Nora, s'il te plaît, nous avons toutes les deux été blessés. Ne fais pas ça. On peut parler de femme à femme. Nora a écouté une fois, puis les a tous supprimés. Trent, cependant, a redoublé d'efforts. Il a appelé les journalistes, insistant sur le fait que les enregistrements étaient truqués, qu'il était victime d'un sabotage d'entreprise. Mais même son charme étudié a faibli sous l'examen. Des photos de lui et de Sloan sortant d'hôtel ont émergé. Des factures ont fait surface. Les murs se refermaient. Pendant ce temps, Nora a senti le récit changer à nouveau. Non pas du scandale à la pitié, mais du scandale à la force. Pour la première fois, les gens la voyaient non pas comme l'épouse brisée, non pas comme la femme qui s'évanouissait sur le sol de la salle de bal, mais comme la diseuse de vérité, la lanceuse d'alerte, la femme qui avait tiré le rideau. Tard un soir, Gabrielle est revenue lui rendre visite. Il se tenait dans l'appartement calme, le bourdonnement de la ville à peine audible en dessous. Il l'a étudié, son regard stable. Réalisez-vous ce que vous avez fait? Vous avez renversé l'histoire. Vous étiez censé être la victime. Maintenant, vous êtes les forces qui les a tous les deux défaits. Nora a expiré, sa main sur son ventre. Je ne l'ai pas faite par vengeance. Je l'ai faite parce que les mensonges ne me définiront plus. L'expression de Gabrielle s'est adoucie. Et c'est exactement pourquoi vous êtes en train de gagner.
Pour la première fois depuis des semaines, Nora a souri. Petit, timide, mais réel. Parce que le rebondissement n'était pas seulement que Trent l'avait trahi avec Sloane. Le rebondissement, c'est que Sloane avait aussi trahi Trent. Ils avaient construit un royaume de miroirs, et maintenant, les miroirs se brisaient. Et dans les éclats, Nora s'est enfin vue clairement. Non pas comme abandonnée, non pas comme brisée, mais comme la tempête qu'il n'avait jamais vue venir. Et quand elle est entrée dans la prochaine réunion du conseil d'administration avec Gabriel à ses côtés, portant la vérité comme un feu, chaque homme dans cette pièce a su. La femme qu'ils avaient méprisée était maintenant la femme qu'ils craignaient. Pendant des semaines, Nora Bennett a vécu dans l'ombre des rumeurs et des gros titres. On l'avait qualifiée de tout. Victime, idiote, scandale, survivante. Pourtant, aucune de ces étiquettes ne lui correspondait. Elle était fatiguée de laisser les autres définir son histoire. Et lentement, morceau par morceau, elle a commencé à la reprendre en main. Cela n'a pas commencé avec les caméras. Cela a commencé avec les matins. Au début, c'était des choses simples. Boire de l'eau avant le café, faire de courtes promenades malgré la bruine, relire de la poésie dans le calme des appartements empruntés. Elle murmurait des vers d'Emily Dickinson à son bébé, se rappelant le pouvoir des petits mots pour déplacer des montagnes. Elle tenait un journal tard le soir, déversant sa rage et son chagrin sur les pages, mais aussi sa gratitude pour l'amitié de Priya, pour le soutien incessant de Donna, pour la présence stable de Gabriel. Son corps portait encore la douleur de la grossesse et du stress, mais son esprit a commencé à guérir d'une manière qu'elle n'aurait pas cru possible. Pour la première fois depuis des années, elle s'est regardée dans le miroir et n'a pas vu une femme diminuée par le regard de quelqu'un d'autre. Elle a vu une survivante en devenir. Priya l'a remarqué en premier, un matin. Elle a trouvé Nora en train de plier des vêtements de bébé avec une calme détermination. « Tu es différente », a dit Priya en lui tendant son thé. Pas plus légère, plus forte, comme si tu avais décidé de ne plus attendre la permission. Nora a souri faiblement. « Je suis fatiguée de vivre petitement pour qu'il se sente grand. » La transformation s'est approfondie lorsque Gabriel lui a suggéré de rencontrer quelqu'un. Lena Vargas, une styliste, qui avait travaillé avec des femmes en politique, en affaires et en philanthropie. Nora a hésité. « Je ne veux pas être polie pour devenir quelqu'un que je ne suis pas. » Lena a secoué la tête lorsqu'elles se sont rencontrées dans son studio chaleureux de Capitol Hill. « Je ne crée pas de masque, a-t-elle dit. Je révèle des armures. » Elles ont commencé par les couleurs. Fini les argents que Trent exigeait. Fini les tons sourds dans lesquels elle s'était cachée. Lena l'a drapé de bleu marine, d'émeraude et de cramoisi profond, des teintes qui disaient confiance, pas soumission. Le corps de Nora portait encore la vie, se courbait encore avec la maternité, et Lena l'a célébré. Le pouvoir ne se cache pas, le pouvoir se montre tel qu'il est. Ensuite, ce fut la posture. Nora s'est entraînée à marcher avec des chaussures plates, qui ne la feraient pas trébucher, à se tenir droite, les épaules en arrière. Elle ne répétait pas pour plaire aux caméras. Elle se préparait à entrer dans les pièces en étant elle-même. Aucune excuse dans sa colonne vertébrale. Coiffure, maquillage, accessoires, tout était subtil, intentionnel, pas le masque scintillant d'une mondaine, ni l'humble invisibilité de l'enseignante qui se ratatinait autrefois dans les coins des galas. Juste Nora, claire et stable. Mais la vraie métamorphose n'était pas dans le tissu ou le rouge à lèvres, c'était dans l'état d'esprit. Gabriel l'a rencontré un soir dans son bureau, la ligne d'horizon de Seattle brillant à travers les baies vitrées. « Vous avez changé », a-t-il observé. « Je me souviens », a-t-elle corrigé doucement. « Vous souvenir de quoi? Que j'existais avant lui, que j'avais une voix avant qu'il ne la réduise au silence, que j'étais entière avant qu'il ne m'érode. » Gabriel s'est penché en avant, sa voix basse. « Et maintenant, je n'attends plus d'être entière. Je le suis. » Les mots l'ont choqué même en les disant. Ils étaient plus vrais qu'elle ne l'attendait, résonnant profondément dans sa poitrine. Les médias se sont battus pour des interviews. Les tabloïds ont supplié pour des exclusivités, mais Nora a choisi avec soin. Elle a accordé une seule interview à un magazine associatif local axé sur l'éducation. Elle n'a pas parlé de Trent ni de trahison, mais de ses élèves, de la résilience, de la façon dont la trahison lui a appris que survivre ne suffit pas. Il faut prospérer.
L'article s'est devenu viral non pas parce qu'il était scandaleux, mais parce qu'il était humain. Les titres sont passés de la trahison au courage. Le prochain chapitre de Nora Bennett. Sa transformation n'était pas seulement personnelle, elle était stratégique. Dana l'a conseillé. Si vous voulez contrôler ce récit, vous devez y entrer. Plus de cachette. Alors, Nora a recommencé à assister à de petits événements communautaires. Elle s'est montrée à des collectes de livres, des soirées de lecture, des levées de fonds pour les écoles. Les caméras suivaient, oui, mais elle ne bronchait plus. Elle souriait quand elle le voulait, parlait quand c'était important, ignorait quand ça ne l'était pas. Elle n'était plus une femme se démenant pour suivre le monde de son mari. Elle construisait le sien. Pendant ce temps, l'empire de Sloane Avery s'effondrait. Les enquêtes se multipliaient, ses contrats étaient retirés, ses réseaux sociaux passaient de l'adoration au venin. Trent s'est battu plus fort, mais plus il se débattait, plus il paraissait pathétique. Nora n'avait plus besoin de lever le petit doigt. La vérité le démantelait morceau par morceau. Un soir, en se préparant pour une conférence de presse, Nora se tenait devant un miroir dans son nouveau tailleur bleu nuit. Elle a posé une main sur son ventre, murmurant à son enfant à naître. Il pensait que nous allions nous briser. Mais nous sommes toujours là. Quand elle est montée sur scène cette nuit-là, les lumières étaient vives, mais elle ne s'est plus recroquevillée. Elle a parlé clairement, non pas de scandale, mais d'intégrité, de l'importance de la vérité et de la charité. Des enfants qui méritaient mieux que la corruption. Et quand le public s'est levé pour applaudir, ce n'était pas de la sympathie, c'était du respect. La transformation a été complète lorsqu'elle a réalisé qu'elle n'avait pas besoin de vengeance pour se sentir entière. Voir Trent sombrer, voir l'empire de Sloane s'effondrer, c'était une des conséquences, pas son but. Son but était de se retrouver, de construire un avenir où son bébé grandirait à l'ombre de la force, pas du scandale. Après l'événement, Gabriel l'a trouvé en coulisses. « Vous avez été extraordinaire », a-t-il dit simplement. Nora a souri, fatiguée mais radieuse. « Je n'étais pas extraordinaire, j'étais juste moi. Enfin moi. » Et à ce moment-là, elle a compris la vérité de sa transformation. Il ne s'agissait pas de devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agissait de se souvenir de qui elle avait toujours été et de refuser de laisser quiconque, Trent, Sloane ou le monde, l'effacer à nouveau. Et alors que la ville bourdonnait de son nom, Nora Bennett se tenait non pas comme l'épouse qui avait été trahie, mais comme la femme renaissante, prête pour le règlement de comptes à venir. La ville attendait la prochaine réunion du conseil d'administration de Harbor Light comme si c'était un match de boxe. La presse encerclait le siège de la fondation comme des vautours, des caméras perchées sur les trottoirs, des journalistes répétant leurs phrases choc. Pendant des semaines, des rumeurs de fraude, de trahison et de scandale avaient rempli toutes les pages économiques. Mais ce soir était différent. Ce soir, il ne s'agissait pas de spéculation. Ce soir, il s'agissait de confrontation. À l'intérieur de la tour de verre qui abritait les bureaux de Harbor Light, la tension pulsait comme de l'électricité. Les membres du conseil d'administration compulsaient des papiers avec des mains tremblantes. Les donateurs étaient assis, rigides dans leurs costumes de créateurs. Les gardes de sécurité avaient été doublés aux portes. Et à la tête de la salle se trouvait l'homme qui avait autrefois tout commandé, Trent Mercer. Le smoking de Trent était aussi impeccable que jamais. Mais son visage le trahissait, la mâchoire serrée, les yeux agités, les mains crispées sur la pile de notes devant lui. Il était déterminé à projeter le contrôle, mais le contrôle lui avait déjà échappé. Sloane Avery était assise à 2 chaises de là, pâle et les lèvres pincées, son sourire narquois habituel remplacé par une panique à peine voilée. La réunion a commencé avec une formalité polie, des rapports lus à voix haute, des budgets récités sur des tons étudiés, mais tout le monde savait que la performance ne pouvait pas durer. La tempête attendait dans coulisses, et lorsque les portes du fond de la salle se sont ouvertes, le silence est tombé comme un rideau. Nora Bennett est entrée. Elle portait le tailleur bleu nuit que Lena avait confectionné pour elle, ses cheveux soigneusement coiffés, sa présence lumineuse, non pas par des paillettes, mais par sa gravité. Gabrielle Sterling marchait juste derrière elle, ne la menant pas, ne l'éclipsant pas, mais la soutenant, stable comme un mur dans son dos. Dana Cole suivait, mallette à la main, les yeux vifs comme du verre. Le conseil s'est agité,
Des chuchotements ont éclaté, des appareils photos ont cliqué depuis le couloir. La mâchoire de Trent s'est crispée, mais il a forcé un sourire. Nora, a-t-il dit, la voix répétée pour paraître amusée. C'est une réunion à huis clos. Dana a posé une main sur l'épaule de Nora. Pas quand la fraude est à l'ordre du jour. Des halètements ont parcouru la table. Un membre du conseil s'est éclairci la gorge. Gardons l'ordre. Mais l'ordre était déjà rompu. Nora s'est avancée, sa voix calme, mais portant à travers la pièce polie. Tu me voulais invisible. Tu m'as dit que je n'étais pas assez forte pour tenir dans ce monde. Ce soir, je suis ici non pas à cause de toi, mais malgré toi. Trent a essayé d'interrompre, mais elle a levé la main. Non, tu as parlé pendant des années. C'est mon tour. Elle s'est tournée vers le conseil, ses yeux inébranlables. Vous avez confié à Trent votre argent, votre mission, votre héritage, et il l'a trahi, pas seulement avec moi, pas seulement avec Sloan Avery, mais avec les enfants que Harbor Light était censé servir. Dana a ouvert la mallette, faisant glisser une pile de documents sur la table. Relevés bancaires, factures, enregistrements. Le rire de Sloan a résonné d'un petit haut-parleur, moqueur, accusateur. Il signe tout ce que je lui donne. Trent ne lit pas la moitié des contrats. La pièce s'est figée. Le visage de Sloan s'est vidé de son sang. Trent a frappé du poing sur la table. Mensonge. C'est fabriqué. Alors pourquoi votre signature est-elle sur chacun de ces documents, a rétorqué Dana, son ton tranchant. Le conseil a éclaté, les voix se chevauchant. Indignation, incrédulité, demande de réponse. Les journalistes à l'extérieur se sont rapprochés, leurs caméras captant le chaos étouffé. Nora n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Pendant des années, vous m'avez tous vu comme son accessoire. Ce soir, voyez-moi pour qui je suis. Je suis la femme qui l'a soutenu quand il n'était rien. Je suis la femme qu'il a essayé de faire taire. Et je suis la femme qui ne laissera pas Harbor Light mourir dans l'ombre de sa corruption. Gabriel s'est alors avancé, sa présence imposante mais respectueuse. Sterling Ventures est prêt à égaler chaque don perdu et à s'assurer que Harbor Light survive, mais seulement si le conseil rompt tous les liens avec Trent Mercer et Sloan Avery. La pièce s'est calmée, l'offre était le salut, mais elle avait un prix. Le visage de Trent s'est tordu. Vous ne pouvez pas m'effacer. Harbor Light est à moi. Non, a dit Nora, sa voix aussi tranchante que l'acier. Ça n'a jamais été à toi. Ça appartenait aux enfants. Et ce soir, ça leur revient. Des applaudissements ont éclaté. Pas du conseil au début, mais des donateurs assis le long des murs. Un par un, ils se sont levés, applaudissant, leur visage illuminé de quelque chose de féroce et de certain. Le conseil, acculé par la vérité et la pression publique, n'a eu d'autre choix. Des votes ont été exprimés, des décisions prises. Quand le marteau a frappé, c'était fait. Trent Mercer a été démis de ses fonctions. Sloan Avery a été expulsé de tous les comités en attendant l'enquête. Leur empire, construit sur des mensonges, s'est effondré devant la ville. Mais le moment de la vraie vengeance n'est pas venu des papiers, ni des votes, ni même de la promesse de Gabriel. Il est venu quand Nora s'est avancée vers Trent, ses yeux rencontrant les siens une dernière fois. « Tu m'as dit que je reviendrais en rampant. Tu m'as dit que je ne serais rien sans toi. Regarde autour de toi, Trent. Je suis parti et maintenant c'est toi qui rampes. » Les caméras ont capté son visage, la sueur sur sa tempe, la fureur dans ses yeux, l'humiliation profondément gravée. Pour la première fois, l'homme qui avait autrefois possédé chaque pièce était impuissant dans une seule. Alors que la sécurité s'approchait pour l'escorter, Trent s'est tourné vers les journalistes avec un dernier appel désespéré. Elle ment. Elle utilise l'argent de Sterling pour me ruiner. Mais les journalistes n'écoutaient pas. Leurs caméras n'étaient plus sur lui. Elles étaient sur Nora, la femme qui avait repris son nom, sa voix, sa place. Les flashs ont éclaté. Les applaudissements ont enflé. Et alors que Trent était emmené, Nora se tenait au centre de la tempête, calme, stable, intacte. Et à ce moment-là, sa vengeance était complète. Non pas par la destruction, mais par la dignité, et toute la ville regardant sa douleur se transformer en pouvoir. La nuit de la réunion du conseil d'administration a fait la une des journaux pendant des semaines. Des photos de Trent Mercer escorté par la sécurité ont été publiées à côté d'images de Nora Bennett se tenant droite,
une main posée sur son ventre de femme enceinte, son expression calme et résolue. Les réseaux sociaux ont fait d'elle un symbole. Lève-toi comme Nora a été une tendance pendant des jours. Des femmes partageant des histoires de trahison, de résilience et de renaissance. Elle n'avait pas cherché à devenir un mouvement, mais d'une manière ou d'une autre, elle l'était devenue. Et pourtant, derrière le bruit, la vie devait continuer. Pour Nora, la guérison n'est pas venue avec les applaudissements ou les articles. Elle est venue dans les matins calmes, dans les petites victoires, préparer le petit déjeuner sans larmes, trier les vêtements de bébé sans se souvenir de la solitude de les plier dans ce penthouse froid, rire avec Priya de prénoms de bébé ridicules qui ne feraient jamais la liste, s'autoriser enfin à se reposer sans culpabilité. Dana Cole a finalisé le divorce en quelques semaines. Le règlement était juste, pas somptueux. Nora n'avait pas voulu de richesse volée par la tromperie. Elle ne voulait que la liberté, la sécurité et la dignité. Trent s'est battu amèrement au début, ses avocats déposant des objections, exigeant un levier de garde. Mais avec ses accusations de fraude qui s'accumulaient et sa réputation en ruine, sa voix s'est affaiblie de jour en jour. Finalement, même lui a cédé, signant des papiers qui le séparaient de la femme qu'il croyait autrefois posséder. Sloane Avery a tenté de regagner de la pertinence. Elle a posté des vidéos en larmes sur le fait d'avoir été utilisée et trompée. Elle est apparue dans des podcasts blâmant tout le monde sauf elle-même. Mais lorsque les enquêteurs ont publié les factures et les enregistrements, ses larmes de crocodile se sont évaporées. Les contrats ont disparu. Les amis se sont désabonnés. La femme qui avait autrefois flotté dans les galas sur la force de son sourire narquois a disparu dans l'obscurité. Nora ne s'est pas réjouie de leur chute. Elle n'en avait pas besoin. Leur effondrement n'était pas sa victoire. Sa survie était le vrai triomphe est venu le jour de la naissance de sa fille. C'était un matin de printemps frais quand Nora, après des heures de travail, a tenu une petite fille frétillante contre sa poitrine. Des larmes coulaient librement sur ses joues. Pas les larmes amères de la trahison, mais les larmes purificatrices de nouveaux commencements. Priya était là, prenant des photos et pleurant plus fort que Nora. Dana est arrivée avec des fleurs, maladroite dans sa sévérité, mais plus douce que Nora ne l'avait jamais vue. Et puis Gabriel est entré, prudent, respectueux, comme s'il entrait en terre sainte. Il a fait une pause avant de s'approcher, sa grande silhouette inhabituellement hésitante. « Voudriez-vous la rencontrer ?» a demandé Nora, sa voix rauque d'épuisement. Gabriel a hoché la tête, ses yeux brillants d'une manière qui n'avait rien à voir avec les affaires ou la philanthropie. Il a bercé le bébé dans ses bras, ses grandes mains incroyablement douces. « Bonjour, May », a-t-il murmuré, en utilisant le nom que Nora avait choisi. « Tu es déjà aimée. » Nora l'a regardé, une douleur tranquille s'épanouissant dans sa poitrine. Pendant des mois, il avait été son bouclier, sa présence stable, mais à ce moment-là, elle ne voyait pas le milliardaire qui avait aidé à démanteler l'empire de Trent, mais un homme qui comprenait la brisure et choisissait d'aider à la guérir. Les semaines qui ont suivi ont été remplies de nuits blanches, de berceuses murmurées dans des pièces sombres, de l'odeur de lait et de talc et du rythme inconnu de la maternité. Ce n'était pas facile. Nora était épuisée, dépassée, parfois effrayée, mais elle n'était jamais sans espoir car chaque fois que le doute murmurait qu'elle ne pouvait pas faire ça seule, elle regardait les grands yeux de May et se souvenait de la force qui l'avait portée jusqu'ici. Seattle, pendant ce temps, continuait de bourdonner. Harbor Light, maintenant sous la direction de Gabriel, est restructuré avec intégrité et prospéré. Les bourses ont doublé, les donateurs sont revenus et Nora, bien que n'étant pas au conseil d'administration, était invitée à chaque événement en tant qu'invitée d'honneur. Elle y assistait non pas dans des robes scintillantes, mais dans des robes simples, mais parfois endormie dans une écharpe contre sa poitrine. Les caméras suivaient toujours, mais elle ne les craignait plus. Sa transformation avait bouclé la boucle. Non pas sur le pouvoir, non pas sur la vengeance, mais sur la paix. Un soir, près de 6 mois après la naissance de May, Nora se tenait sur le balcon de son modeste nouvel appartement. La ville s'étendait en dessous, scintillante comme toujours, mais cette fois, elle ne ressemblait pas à une cage. Elle ressemblait à une possibilité. Priya somnolait à l'intérieur après avoir gardé le bébé. May dormait paisiblement dans son berceau.
La nuit était calme, à l'exception du bourdonnement du trafic au loin. Gabriel est arrivé avec des plats à emporter, posant le sac sur le comptoir, ses manches retroussées comme toujours. Ils ont mangé sur le balcon, tous les deux regardant les lumières. Vous avez changé cette ville, a dit doucement Gabriel. Nora a secoué la tête. J'ai seulement dit la vérité. Parfois, a répondu Gabriel, la vérité est la chose la plus courageuse. Elle a souri, fatiguée mais radieuse. Je n'ai pas survécu pour être courageuse. J'ai survécu pour elle. Elle a hoché la tête en direction de la chambre de bébé. Tout ce que je fais maintenant, c'est pour May. Gabriel l'a étudié tranquillement, puis a levé son verre. À May et à la femme qui a montré à une ville ce à quoi ressemble la résilience. Pendant un long moment, ils ont trinqué en silence. La ville scintillant en dessous, l'avenir s'ouvrant devant eux. Nora ne savait pas ce que demain apporterait. Peut-être que Gabriel resterait juste un ami, peut-être quelque chose de plus. Peut-être que le monde oublierait son nom dans un an. Cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est qu'elle avait réécrit son histoire. Elle était sortie de la trahison pour entrer dans la liberté. Elle avait transformé l'effondrement en courage. Elle avait choisi la vie, pas l'amertume. Et alors qu'elle s'appuyait contre la balustrade du balcon, la brise fraîche de la nuit caressant ses cheveux, elle a murmuré les mots qu'elle aurait aimé que quelqu'un lui dise il y a longtemps. Tu n'es pas défini par qui t'a brisé. Tu es défini par la façon dont tu te relèves. À l'intérieur, May a bougé doucement et Nora s'est retournée, souriant à travers ses larmes. Parce qu'à la fin, son histoire n'était pas celle d'un mari infidèle ou d'une maîtresse vengeresse. C'était celle d'une femme qui a découvert que même dans les décombres de la trahison, il pouvait y avoir de l'amour, de la dignité et un avenir pour lequel il valait la peine de se battre. 3 ans s'étaient écoulés depuis ce gala fatidique de Harbor Light. Le scandale qui dominait autrefois les gros titres n'était plus qu'un souvenir estompé, archivé dans les anciens flux d'actualité. Trent Mercer n'était plus qu'un récit édifiant dans les cours d'éthique des affaires. Sloan Avery avait disparu dans l'obscurité, son nom rarement prononcé. Mais pour Nora Bennett, la vie avait de nouveau fleuri. May, maintenant une petite fille pleine de vie avec des yeux curieux et un rire qui remplissait chaque pièce, était devenue le centre de son univers. Nora équilibrait la maternité avec un travail de plaidoyer, parlant dans les écoles et les événements communautaires de résilience, d'intégrité et d'espoir. Elle s'était transformée d'une femme qui murmurait autrefois des prières sur un sol de salle de bain froid, John en une voix de force qui inspirait les autres. Et à travers tout cela, Gabriel Sterling est resté. Au début, il était simplement présent, prenant des nouvelles après de longues journées de travail, offrant un soutien discret sans jamais insister. Il assistait aux anniversaires de May, glissant de petits cadeaux dans ses mains potelées, des livres d'histoire, des pluches, des blocs de construction. May l'adorait, courant vers lui avec des cris de joie chaque fois qu'il venait. Au fil du temps, l'amitié s'est approfondie en quelque chose de plus doux, de plus stable. Nora a commencé à remarquer la façon dont Gabriel écoutait, non seulement avec ses oreilles, mais avec tout son être. Il n'a jamais essayé de la sauver. Il a simplement marché à ses côtés, lui rappelant que la force et la douceur pouvaient coexister. Un soir de printemps, après une collecte de fonds pour l'alphabétisation, Nora et Gabriel se sont retrouvés seuls sur le balcon du même lieu où, des années plus tôt, elle avait confronté Trent. La ville s'étendait devant eux, brillant de possibilités au lieu de douleur. « Vous savez, a dit doucement Gabriel, la nuit du gala, j'ai pensé que vous étiez la personne la plus courageuse que j'ai jamais vue. » Nora a souri en secouant la tête. « Je n'étais pas courageuse. J'étais terrifiée. »« C'est ça le courage, a-t-il répondu. Le faire quand même. » Le silence s'est installé entre eux, confortable et plein. Pour la première fois, Nora s'est autorisée à imaginer un avenir non pas défini par la seule survie, mais par l'amour. Un amour réel construit sur le respect et la vérité. Elle a tendu la main vers la sienne et il l'a prise sans hésitation. Des années de guérison avaient mené à ce moment. Ce n'était pas précipité, ce n'était pas désespéré. C'était stable, patient et vrai. Et alors que le rire de May résonnait de l'intérieur de la salle, Nora a réalisé que son histoire avait enfin bouclé la boucle. Elle avait tout perdu une fois, mais maintenant, elle se tenait avec dignité, avec espoir et avec un amour en lequel elle pouvait avoir confiance. Parce que la plus vraie des vengeances contre la trahison n'est pas l'amertume, mais la construction d'une vie si pleine de paix et d'amour que la trahison devient impuissante.
Voilà donc comment se termine l'histoire de Nora, mes chers amis. Et si vous êtes encore là avec moi à écouter jusqu'à la fin, cela doit signifier que quelque chose dans son parcours a touché votre cœur d'une manière que les mots ne peuvent pas entièrement expliquer. Peut-être que cela vous a rappelé un moment où vous vous sentiez brisé. Peut-être que cela a fait écho à une époque où vous doutiez de votre propre valeur. Ou peut-être que cela a murmuré l'espoir que, peu importe à quel point les choses deviennent sombres, nous portons tous en nous la force de nous relever. Vous voyez, la vie nous trahira parfois. Les personnes en qui nous avons confiance nous décevront. Les rêves que nous construisons peuvent s'effondrer. Mais la leçon n'est pas dans la chute, c'est dans ce que nous choisissons de faire après. Le philosophe stoïcien Épictète a dit d'un jour, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. C'est exactement ce que Nora a fait. Elle aurait pu se noyer dans l'amertume, mais elle a choisi la dignité. Elle a choisi de protéger son enfant, sa vérité, son avenir. Et peut-être que c'est le rappel dont vous aviez besoin ce soir. Que votre valeur n'est pas mesurée par qui vous a abandonné, mais par la façon dont vous vous relevez quand ils sont partis. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » La douleur de Nora est devenue son chemin. Son chagrin est devenu son pouvoir. Et si elle peut trouver la lumière après la trahison, peut-être que vous le pouvez aussi. Alors, voici mon invitation. Si le parcours de Nora a touché quelque chose en vous, ne le laissez pas rester là tranquillement. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de se rappeler qu'il est plus fort qu'il ne le pense. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous avez ressenti ne serait-ce qu'une étincelle d'inspiration et abonnez-vous à notre chaîne car ensemble, nous continuerons à explorer des histoires qui non seulement divertissent, mais guérissent, encouragent et nous rappellent à tous que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Restez forts, mes amis, et souvenez-vous, vous aussi, vous pouvez vous relever.